Ce sont des assassins financiers, c'est-à-dire des gens qui préparent des plans, parce qu'on parle toujours, si la gauche ou si les communistes arrivent au pouvoir, ça va être la fuite des capitaux. Mais c'est en ce moment la fuite des capitaux. Elle est organisée par les capitalistes eux-mêmes. Alors moi, quand je regarde les organisations syndicales agricoles, je m'excuse, mais de la coordination rurale à la FNSEA, ils ont tous le même programme. L'Union européenne, rester dans l'Union européenne, rester dans la zone euro. Eh ben, s'ils se plaisent dans l'Union européenne et dans la zone euro, qu'ils continuent de crever tranquillement. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais pas seulement réaliser le Frexit, pas seulement sortir de l'Union européenne, et c'est surtout qu'est-ce qu'on fait après. Parce que ce qu'on fait après, il faut le prévoir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entretien sur Kite TV, le premier enregistrement de l'année 2026. Et donc à ce titre, écoutez, je vous souhaite une très belle année, pleine de santé, de bonheur et surtout d'amour. Et pour ce premier enregistrement de l'année 2026, je reçois également un invité très spécial puisqu'il s'agit de Jean-Loup Isambert. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Kate, bonjour aux internautes qui nous écoutent et mes meilleurs voeux de santé et de belles émissions dans la suite de ce que tu as déjà ouvert. Merci beaucoup. Alors je rappelle Jean-Loup que alors du coup on va se tutoyer alors puisque tu me tutoies, on se tutoie alors. Je rappelle que tu es journaliste d'investigation indépendant, écrivain et je te reçois pour ton dernier livre qui s'intitule L'enjeu, les souverainistes face à la grande finance aux éditions Libre d'écrire. Alors on va forcément parler de finances ensemble, de système bancaire, d'union européenne, mais également des partis souverainistes. Mais avant de commencer cet entretien, si tu me le permets, Jean-Loup, je vais faire un aparté, un long aparté peut-être. J'aimerais dire aux spectateurs de ne pas oublier de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, de mettre des pouces et bien entendu de commenter. C'est ce qui permettra à cette vidéo d'être boostée. Et puis cette émission est en partenariat avec la revue géopolitique profonde. Le numéro 30 du mois de décembre est toujours disponible. Vous y retrouverez un article sur la technoscience et l'épigénétique qui redéfinit l'humain par Laurent Ozon, les placements avec la guerre fiscale contre votre patrimoine écrit par Franck Pengam ou encore de la macroéconomie avec un article de Laurent Morel qui nous parle de la mécanique fragile, de la liquidité. Vous retrouverez le lien pour découvrir la revue pendant 7 jours dans la description ou dans les commentaires. J'en ai fini pour cet aparté. Alors on débute tout de suite cet entretien, Jean-Loup, avec tout d'abord, dans ce livre, tu reviens sur tes 30 ans d'enquête, 30 ans d'investigation dans le secteur de la finance. Je rappelle que tu es l'auteur, entre autres, des livres Le Crédit agricole hors la loi, point d'interrogation, ou encore Crédit lyonnais, la mascarade. Alors tu commences par rappeler les liens entre l'oligarchie, la politique et la finance. Pourquoi débuter ce livre par un rappel de tes enquêtes? J'ai voulu, pour répondre à la question de l'enjeu, c'est-à-dire la question qui est posée aujourd'hui, c'est de construire une nouvelle société où les richesses vont à ceux qui les produisent. J'ai voulu rappeler d'abord la puissance du pouvoir de la grande finance et faire ensuite l'état des lieux des forces qui prétendent, qui aspirent à changer cette situation. Parce que c'était grande finance, on parle toujours d'oligarchie, on voit, c'est souvent représenté par un marionnettiste un peu qui manipule. Alors c'est un peu ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu le soulignes, j'ai conçu ce livre en 3 parties. Une première partie qui traite de l'état des lieux de la grande finance. Alors ce n'est pas une longue enquête, mais c'est en réalité au travers de mes 30 années d'enquête, d'investigation sur le secteur de la grande finance et ses relations avec le politique, notamment comment elle sélectionne des hommes, comment elle les place à la tête de grandes sociétés transnationales ou au sein de l'appareil d'État. C'est une succession de petits textes de 2 à 6 pages
qui montrent différents aspects de ces grandes finances. Les grandes familles, qui sont-elles? Comment agissent-elles? Quels sont leurs réseaux? Parce qu'on a affaire, on voit par exemple le parcours d'Emmanuel Macron est l'exemple même de la symbiose entre la grande finance et le pouvoir politique, l'appareil d'État. C'est un énarque, un inspecteur des finances au départ, et puis il est introduit à la banque Rothschild. Il y est introduit par des gens qui se trouvent dans des cercles et qui passent régulièrement du secteur public au secteur privé. Ce sont les anciens des grandes écoles qui se côtoient entre eux au travers d'une multitude de cercles atlantistes, c'est-à-dire dont le principe est bien évidemment de défendre l'économie capitaliste qui est aujourd'hui en crise profonde. Et Macron est introduit d'abord à la Rothschild, et puis de la Rothschild, des milieux financiers, où il subit un peu, je dirais, une sorte de stage de formation. Il va être introduit à l'Élysée sous François Hollande. Et de l'Élysée avec François Hollande, où il va déjà, dès son entrée, dès son arrivée à l'Élysée, travailler sur le dossier Alstom, parce que c'est cet homme qui plus tard va être nommé ministre de l'économie et qui va donner la branche énergie réseau d'Alstom à la transnationale états-unienne General Electric. Donc, je rappelle tout ça dans le livre, mais c'est une succession d'articles parce que le lecteur sera surpris, je pense, de voir comment, par exemple, des banquiers agissent, font un véritable lobbying auprès d'élus, notamment de députés, de sénateurs, pour arriver à obtenir des lois qui facilitent les intérêts privés de gros actionnaires. Mais c'est valable dans d'autres secteurs. Et pour montrer le pouvoir de la grande finance, je montre aussi, je mets en avant deux aspects. L'un qui est un phénomène qu'explique Jean-François Guéraud, qui est un haut fonctionnaire du renseignement français, qui est spécialisé sur les questions de la criminalité financière, de la criminalisation de l'économie, et qui explique comment des grandes sociétés peuvent en quelques minutes perdre la plupart de leurs actifs. Par exemple, Jean-François Guéraud explique le temps d'un clin d'œil. C'est-à-dire que je te fais un clin d'œil, Kate, ça dure environ 350 millisecondes. Eh bien, il faut savoir que tu as des traders qui travaillent dans des fonds d'investissement qui, le temps d'un clin d'œil, vont réaliser avec des ordinateurs qui sont bourrés de logiciels avec de l'intelligence artificielle, vont réaliser près de 7000 transactions sur les marchés. 7000 transactions, le temps d'un clin d'œil. C'est te dire ce que l'on peut faire si l'on veut, par exemple, déstabiliser des entreprises dans le secteur du pétrole au Venezuela. Bon, par exemple. Par exemple, parce qu'il est d'actualité. Et il faut savoir que dans ce système du trading à haute fréquence, THF, comme on l'appelle en acronyme, une milliseconde peut générer environ 100 millions de dollars de gains, mais aussi 100 millions de dollars de pertes. C'est-à-dire que quand tu as plusieurs traders qui agissent au sein d'une entité, d'une structure qui travaille qui est spécialisée sur les fonds d'investissement et qui travaille avec ce type de logiciel, tu peux très bien, et du reste Jean-François Guéraud donne plusieurs exemples, comme tu as pu le voir, que je rapporte dans mon livre, tu peux très bien arriver à déstabiliser des entreprises, y compris comme Amazon ou d'autres, hein. On va y revenir. On va revenir sur le rôle effectivement à la fois des banques et aussi sur le rôle des politiques et notamment dans la mise en place de ces lois qui avantagent énormément les grands groupes. Mais avant, pour rester sur l'oligarchie, et tu l'as dit toi-même, dans ce livre, c'est une succession de petits textes. Donc tu reviens effectivement sur les livrets de famille, les grandes familles qui détiennent tous ces grands groupes, donc Rothschild et Rockefeller notamment, mais tu parles aussi de la corporotacratie. La corporatocratie. Alors oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, il faut le préciser, c'est quand j'interviewe John Perkins qui est un économiste états-unien, qui a été recruté en 1971 par un groupe qui s'appelle Main, qui est une grande société de consultants à vocation internationale, un peu du style de McKinsey, et qui a en charge de favoriser la présence, la prise de marché, l'acquisition, comme les dirigeants de ces grands groupes appellent cela entre eux, de nouveaux territoires économiques.
C'est-à-dire, Perkins explique que quelles que soient les conséquences économiques, environnementales, sociales, l'essentiel c'est de réaliser un profit maximum immédiat. Et Perkins, au départ, est persuadé qu'il s'agit de privilégier, de positionner des sociétés sur des marchés, d'aller voir les dirigeants d'État, des chefs de gouvernement pour leur dire voilà, nous pouvons moderniser tel secteur, etc. Et au bout de quelques mois, Perkins est convoqué par sa responsable directe au sein du groupe Men, qui est une correspondante des services de renseignement états-uniens, et qui lui dit non, John, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de faire par tous les moyens, de positionner nos entreprises pour acquérir ces marchés. Alors Perkins, tous les moyens, il explique. Ça commence par la corruption. Quand la corruption ne marche pas, on passe à la déstabilisation de l'État. Quand la déstabilisation ne va pas, eh bien, on va carrément, on tente des coups d'État. Ou, par exemple, quand on a essayé de corrompre des Vénézuéliens pour s'approprier des entreprises et que ça ne fonctionne pas, on enlève le président du Venezuela et on construit toute une histoire pour essayer de justifier cet enlèvement avec l'objectif de s'approprier le secteur économique concerné, à savoir le secteur pétrolier, le secteur du minerai dans le cas présent. Mais je veux dire, ce n'est pas nouveau pour les États-Unis. Parce que la corporocratie, déjà dans les années 20, c'est-à-dire au moment où commence l'impérialisme, c'est-à-dire quand tu as où les banques deviennent propriétaires du capital industriel, tu as déjà les États-Unis, par exemple, vont envoyer des navires au large des côtes de Haïti. Des Marines vont débarquer, ils vont s'emparer de toutes les réserves d'or de la Banque de Haïti, ils vont tuer les Haïtiens qui s'y opposent, ils vont chasser les Français et ils vont instaurer une dictature pour piller le pays, parce qu'il y a des richesses à Haïti, il y a des richesses dans le sous-sol, il y a des richesses agroalimentaires, etc. Comme ils ont essayé de le faire plus tard à Cuba. Et là, ils ont échoué parce que l'armée et le peuple étaient soudés. Donc, tu as c'est là que prend naissance la corporatocratie. Et quand j'en discute, Perkins me dit, parce qu'il y a l'oligarchie économique et financière, qui sont les dirigeants des grandes sociétés transnationales, mais ils ont besoin du soutien économique, financier, politique, diplomatique, militaire de l'État, qu'ils ont façonné eux-mêmes pour servir leurs propres intérêts. Et la corporatocratie, c'est la rencontre donc entre les dirigeants des grandes sociétés économiques et financières, des grandes banques, des sociétés transnationales, avec les représentants des États, principalement des représentants de la présidence, des représentants des principaux militaires, à savoir essentiellement tout ce qui touche à la finance, l'économie, le renseignement, le militaire. Voilà, ça c'est la corporatocratie, et c'est là que sont décidés des plans à long terme pour essayer de s'accaparer les richesses des États. Par exemple, la guerre en Ukraine, la plupart des intervenants font commencer la guerre en Ukraine en 2014, mais en réalité, ce que l'on connaît en 2014, la déstabilisation du gouvernement ukrainien, elle commence bien avant. Elle commence dès les années 1950, et je rappelle du reste dans le livre, une succession de rapports de la CIA qui ont été déclassifiés il y a quelques années, en 2016 ou 2018, et ce sont des rapports de la CIA qui ont été qu'ont trouvé des journalistes d'investigation états-uniens et qui les ont mis en ligne. Et alors, ils n'ont pas pu tout mettre en ligne parce que ces rapports, ce sont des milliers de pages. Mais qu'est-ce que ça concerne, ces rapports? Ça concerne toutes les opérations qui ont été menées par la CIA avec l'appui de services français, anglais, allemands, les mêmes que l'on retrouve aujourd'hui contre la Fédération de Russie au travers de l'Ukraine, afin de déstabiliser l'Ukraine, pour faire de l'Ukraine une place forte des États-Unis en Europe, afin par la suite d'attaquer bien évidemment la Fédération de Russie. Et ces rapports, c'est expliqué noir sur blanc, ça, parachutage d'armes, sabotage économique, et puis aussi corruption, tentative de corruption,
mais également avec l'objectif évidemment de renverser les gouvernements ukrainiens qui se succèdent. Et il y a des illustrations dans ces rapports qui expliquent très bien, où l'on voit transparaître la volonté des États-Unis de faire de Kiev une plateforme, oui, pour attaquer par la suite la Fédération de Russie, avec bien sûr la volonté d'imposer l'OTAN, qui n'est que le bras armé des États-Unis, pour pouvoir mener une guerre contre la Fédération de Russie. C'est ce à quoi nous assistons actuellement, et nous sommes passés à un stade supérieur avec l'attaque contre la résidence du président Poutine en Russie. Et je pense, comme tu as pu le voir, qu'il y aura évidemment une réplique de la Russie qui, à mon avis, ne sera pas que diplomatique. Alors, cette corporatocratie, c'est là, ce sont ces gens-là qui préparent les plans. Parce que ce dont ne parlent pas les médias occidentaux, ou pratiquement pas en ce moment, tout le monde parle de la guerre, des milliards d'euros et de dollars qui sont donnés par l'administration des États-Unis et par l'administration de l'Union européenne, qui sont donnés au gouvernement, à la dictature de Kiev, qui est le régime. À Zelensky même, hein, voilà, on peut le dire, Zelensky voilà, le régime le plus corrompu d'Europe, et qui est la seule armée au monde à avoir incorporé des groupes néo-nazis au sein de ses bataillons. Donc c'est ça que soutient M. Macron. Du reste, s'il avait un peu de courage, Emmanuel Macron, il porterait la croix gammée au revers de son veston. Ça ne veut pas dire ça fait pas de lui un nazi, mais il les soutient. Il les soutient en livrant des armes à une armée qui a incorporé des groupes néo-nazis et qui se livre à un génocide contre les populations ukrainiennes qui sont russophones. C'est-à-dire que si la France était une démocratie et si la justice fonctionnait normalement, le président Macron devait être traduit devant les tribunaux pour crime d'agression. C'est comme ça que ça s'appelle dans le droit international. Mais bon, on voit bien que Emmanuel Macron, déjà, quand il a fait sa campagne en 2017, il prétendait vouloir bombarder la Syrie, même sans mandat de l'OTAN. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il applaudisse le rapt qui a été fait du président vénézuélien par l'administration Trump. Donc, voilà, c'est pour te dire que en ce moment, on parle beaucoup de tout ce qui se passe au travers sur l'Ukraine, par exemple, au travers des fonds qui sont donnés, des armes qui sont livrées. Mais dans un conflit à longue durée comme celui-là, les armes, évidemment, ce sont quelques milliards d'euros et de dollars, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la dette que vous fabriquez à l'État. Parce que, comme me l'a dit Perkins quand j'en discute avec lui, il m'a dit, Jean-Loup, il faut bien que tu dises, quand tu fais des interventions, les gens croient que c'est de l'argent que l'on donne à la dictature de Kiev. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Il me dit, ce sont des prêts. Parce que quand tu fais un conflit à longue durée comme ça, l'essentiel, ce ne sont pas les armes, ce sont les prêts que tu fais à l'État. Et prêts, pourquoi? Parce qu'il va devoir les rembourser à un moment ou à un autre. Et comme il ne pourra pas les rembourser financièrement, ces prêts, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, vous comprenez, vous ne pouvez pas rembourser l'argent que nous avons prêté pour mener cette guerre, vous avez échoué dans la guerre, maintenant il faut que nous récupérions l'argent que nous avons mis, que nous vous avons donné. Ce sont des prêts, tout ça est bien précisé. Et comme l'État ne peut pas rembourser, écoutez, là, vous avez le secteur des transports où nous avons notre société qui peut intervenir pour reconstruire et moderniser ce qu'ils ont fait détruire quand même auparavant. Dans le secteur l'hôpital, dans tous les secteurs, dans le secteur agroalimentaire. C'est pour ça que depuis 2016-2018, vous avez la banque Rothschild qui organise dans plusieurs capitales de l'Union européenne, ça varie selon les années, essentiellement sur Londres, la branche Rothschild de Londres, qui est la plus active en la matière, qui organise des réunions avec des investisseurs privés et des représentants de certains États, des hauts fonctionnaires et des politiciens, bien sûr. L'objectif, c'est quoi? C'est de se partager l'économie ukrainienne. Parce que la dictature ne peut pas rembourser les prêts qui lui ont été faits, donc on va se payer sur la bête, comme on dit grossièrement.
Et ça, et donc vous avez, c'est comme ça que tu as Dupont de Nemours, Monsanto, Cargill, et puis d'autres, il y a quelques Français, par exemple, comme Xavier Niel, qui viennent apporter leur soutien à cette dictature en récupérant des marchés que l'économie ukrainienne ne peut plus assurer. Alors tout ça, bien sûr, sous couvert de modernisation, de restructuration et de développement. Hein. C'est le vocable, c'est la propagande économique qui est utilisé, le vocable qui est utilisé pour dire que l'on va aider ce pays à construire une nouvelle démocratie, comme ils l'ont construit en Libye, comme ils l'ont construit en Tunisie, comme ils l'ont construit en Irak, comme ils l'ont construit en Syrie, avec les résultats que l'on connaît aujourd'hui. Alors le plus grave aujourd'hui, les Européens ont du mal à s'en rendre compte quand même, c'est que ça se passe quand même au cœur de l'Europe, aux portes de la Fédération de Russie, et que je pense que et c'est pour dire, je le montre dans le livre quand je rapporte les propos de John Perkins, et il qualifie ça, ce sont des assassins financiers, c'est-à-dire des gens qui préparent des plans. Alors, ils sont présents dans les banques, ils sont présents, ils se déplacent sur le terrain. Par exemple, au Maroc, ils interviennent dans des organisations sous couvert d'organisations humanitaires, mais ils repèrent les marchés, les terres agricoles, les gros groupements, les gens qui sont susceptibles de servir les intérêts de sociétés transnationales au sein de l'appareil d'État. Et dans d'autres pays arabes, ils procèdent de la même façon. Selon les capitales où ils se rendent, selon les pays où ils vont, ils sont soit en costume cravate, soit en humanitaire, parfois même en journaliste. Donc, c'est pour dire que ce sont ces gens-là qui préparent les plans, que cette corporatocratie après va donner son feu vert pour dire, par exemple, non là, certains diront non, le Venezuela, on peut pas se permettre d'enlever le président comme ça, on risque d'avoir des graves conséquences. Ils ont par ailleurs le soutien des BRICS, de la Chine, de la Russie, etc., de l'Inde. On peut pas. Et puis d'autres vont dire si, il faut tenter, enlevons le président, et puis on va noyer tout ça dans un flot médiatique en faisant passer le Venezuela pour un État narco-terroriste. Et nous sommes les sauveurs, les constructeurs de la démocratie, etc. Bon, il y a guère que Macron ou la vice-présidente du Rassemblement national, Sébastien Chenu, pour applaudir à ce coup d'État, quoi. Ce qui en dit long, du reste, sur les affinités entre le Rassemblement national et le pouvoir minoritaire qui est actuellement à l'Élysée.